Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je suis avec Alexis. Est-ce que Alexis, tu vas bien? Salut Jean, salut tout le monde. Comme d'habitude, je vais très bien et ravi d'être ici pour partager des moments avec vous. Yes, un nouveau podcast ensemble. Est-ce que tu peux te représenter, comme on a l'habitude de le faire en début de podcast? Ouais, tout à fait. Donc moi, je suis kiné, ostéo spécialisé en course à pied. Depuis maintenant 5 ans, je ne vois que des coureurs au cabinet et en visio. Et je suis également coach pour coureurs, principalement pour des coureurs qui sont souvent blessés. C'est ça, tout à fait. Et de mon côté, je suis aussi coach de course à pied dans le protocole endurance. Alors aujourd'hui, donc on a parlé sur les derniers podcasts de pas mal de blessures, que ce soit de la périostite, de l'essuie-glace, du pied, etc. Et je pense qu'on va encore en faire d'autres sur d'autres blessures qui arrivent très régulièrement en course à pied. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la foulée. Qui est quand même pas mal de blessures peuvent provenir de là et c'est quand même assez important d'en parler. Donc première question, pourquoi ce sujet justement est aussi central quand on va parler de performance et de prévention des blessures. Ouais, alors la foulée, c'est primordial parce que selon comment tu cours, tu vas répartir différemment tes contraintes. Et donc, on sait que une blessure en course à pied, c'est vraiment lié à trop de contraintes. Et donc, quand tu fais trop de contraintes, il y a forcément, principalement, l'entraînement qui rentre en jeu, le fait de trop s'entraîner, mais il y a aussi d'autres facteurs comme justement la foulée. Et souvent, on va jouer sur le dosage d'entraînement, mais on va négliger l'aspect foulée qui fait que tu peux à la fois entretenir une blessure, ou alors, ne beaucoup moins performer que si tu avais une foulée plus efficace. Yes, c'est ça. Et toi, du coup, en tant que kiné et en plus spécialisé en course à pied, c'est quoi qui te saute aux yeux quand on parle de foulée? La première chose qui te saute aux yeux? Alors ce qui me saute aux yeux, c'est plus, ce qui me saute aux oreilles, c'est que, moi avant d'être kiné, je fais un peu de coureur, hein, et donc quand je cours, il y a des gens que au moment où ils vont me dépasser, je les entends pas, et il y a des gens, je les entends, 100 voire 200 mètres derrière que, ils sont là, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important dans une foulée, c'est le bruit que tu fais, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder, écouter, et et oui, même les coachs se font dépasser des fois. C'est ça, c'est ça. Il faut essayer de courir sur l'eau, j'ai envie de dire. Avoir une foulée assez légère et qui fait pas trop de bruit. Ok. Et est-ce que entre deux coureurs, tu vois, si un des deux coureurs a une meilleure foulée, est-ce que ça va vraiment jouer sur les performances? Absolument. En fait, la foulée, ça va être ton outil pour, réduire ta consommation d'énergie. On parle d'économie de course. C'est comme si tu prenais 2 voitures, une voiture, qui était avec un magnifique aérodynamisme, et une voiture plutôt carré angulaire. La voiture très angulaire, elle va plus consommer au litre 100, sur une certaine distance. Pour un coureur, c'est Mhm. exactement pareil. S'il a une foulée, s'il a foulé avec des défauts, un coureur va consommer beaucoup plus d'énergie pour une même vitesse et pour une même distance. Et on sait que ta VMA, elle va dépendre de ta VO2 max divisé par ton économie de course, en gros. Et comme le VO2 max, on peut pas trop en changer parce que c'est principalement de la génétique, on va le changer un petit peu grâce aux bons entraînements. À l'inverse, l'économie de course, on peut jouer énormément dessus. C'est-à-dire que si tu veux améliorer ta VMA, le meilleur moyen, en plus de l'entraînement, c'est vraiment d'améliorer ta foulée. Et là, ça passera par plusieurs tips que je te partagerai. Ok, ok. Et c'est quoi un petit peu j'ai envie de dire les éléments techniques qui peuvent revenir souvent chez les coureurs qui sont plutôt devant sur on va dire qui visent le podium, qui sont plutôt performants. Ouais, les très bons coureurs, on a vraiment cette sensation, comme tu disais tout à l'heure, qui sont très légers, qui volent, qui sont vraiment sur l'eau. C'est-à-dire que quand tu les observes de profil, C'est ça. tu as l'impression que
ne montent pas, ils ne descendent pas. Ils ont aucune oscillation verticale. Ils sont pas en train de faire monter, descendre. Ils sont vraiment, là, ultra rectilignes. Ils font beaucoup moins de bruit qu'un coureur qui s'écrase et tu as vraiment cette sensation que, de la légèreté. Qui court pas, qu'il est en train de pédaler avec ses grandes pattes là et qui perd zéro énergie à chaque pas. Ouais, c'est ça, c'est vrai quand on voit les élites, on a vraiment l'impression que c'est super facile et même, des fois, tu as l'impression qu'ils vont même pas forcément, très, très vite ou quoi. Parce que tu te dis, c'est vraiment comme, comme s'ils faisaient un footing, on sent qu'il y a pas de difficulté alors que pourtant ils vont justement très, très vite et même à des vitesses, assez élevées, ils ont une très, 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 très bonne foulée. OK et tu dirais un petit peu heu c'est quoi souvent les foulées qui peuvent favoriser les blessures? Est-ce qu'il y a des types de foulées qui vont, augmenter le risque de blessure, que ce soit les différentes blessures qu'on peut retrouver en course à pied? Ouais, tout à fait. En fait, selon la foulée que tu vas avoir, tu vas répartir différemment les contraintes. C'est-à-dire que quand tu as une foulée qui va être très talon, par exemple, ou avec une cadence faible, là, tu sais que tu vas augmenter les contraintes sur l'axe tibia, genou, hanche, dos, hem et que tu vas que tu vas le réduire, en fait, sur ton pied et ton mollet. C'est-à-dire que quand tu attaques talon, ton mollet, c'est presque rien, mais par contre, ton tibia et ton genou, ils prennent tous les impacts. Donc, si tu as ce type de foulée-là, tu as de grandes chances de développer des périostites et des douleurs au genou. À l'inverse, quand tu es vraiment plutôt, cadence élevée et attaque médio, voire avant-pied, là, ça va vraiment réduire les contraintes tibia, genou, hanche, dos. Donc ça permet de ne pas développer tout ce qui est périostite, douleur de genou et cetera. Par contre, ça va faire beaucoup plus travailler le pied et le mollet. Donc tout est question de répartition. Par contre, l'avantage avec cette foulée plutôt médio-pied, voire avant-pied et cadence élevée, quand je dis cadence élevée, c'est plutôt au-dessus de 170 pas par minute, et ben, ça fait travailler plus le mollet, mais le mollet, tu peux le renforcer pour qu'il soit apte à pouvoir encaisser cette contrainte. Alors qu'un tibia ne peut que subir. Donc, hem, moi, je vais surtout, regarder, hem, regarder quelle est la douleur du coureur qui vient consulter et quelle est sa foulée. Si par exemple, il a effectivement une périostite ou une douleur à l'avant du genou ou un syndrome de l'essuie-glace et que quand je le fais courir, ou qu'il m'envoie une vidéo de lui qui court et que je vois qu'il a une grosse attaque talon, une cadence qui est, plutôt aux alentours de 160 pas par minute ou moins, alors là je sais que, sa foulée a participé, au moins en partie, à l'apparition de sa blessure ou au fait qu'elle persiste plusieurs mois plutôt que disparaître. OK. OK, OK et c'est quoi un petit peu les défauts, j'ai envie de dire, de foulées qui sont à surveiller particulièrement? Alors, d'un point de vue performance, les 2 défauts qui sont totalement liés, c'est l'oscillation verticale, c'est pas de monter et de retomber, de monter, de retomber quand il court. Donc ça, il y a beaucoup de coureurs qui font, particulièrement les coureurs débutants, hem, où ils vont vraiment s'écraser sur leur arrière-pied en général, ils vont perdre de la vitesse, ils vont devoir relancer à chaque fois et donc forcément quand tu cours comme ça, tu consommes plus d'énergie quand tu cours comme ça et tu favorises les contraintes sur toutes tes articulations. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde particulièrement, dans les dépôts généraux et le bruit. Après, ça va avec en fait. Plus tu vas faire de bruit quand tu cours, plus ça veut dire que tu augmentes les impacts sur tes articulations et là, tu augmentes ton risque de blessure générale partout, heu et forcément, moi, tu perds de l'énergie quand tu fais du bruit, en fait. C'est quelque chose qui va avec. Donc tu réduis tes perfs OK et et tu ça augmentes de blessures. OK et ça, c'est les 2 choses que tu regardes en priorité quand tu fais une analyse de course? Première chose, ça, c'est vraiment la 1re chose que je regarde, c'est ça. C'est, quand le coureur vient chez moi et va courir sur mon tapis ou devant mon cabinet s'il a pas couru sur le tapis, là, au début, je regarde même pas, en fait, j'écoute. Et après,
je regarde pas son Mmh. pied, ni son genou, ni son ongle de machin et tout. Je regarde sa tête. Si je vois que ça monte, ça descend, là, je sais que déjà, sa foulée est pas bonne, ça réduit ses perfs et ça augmente son risque de blessure. Et après, je regarde d'autres paramètres. Je regarde l'attaque de pied, si c'est plutôt avant-pied, arrière-pied. Je regarde l'angle du Mmh. tibia avec le sol au moment où il arrive. C'est-à-dire que, quand ton tibia, il arrive au sol, il va être plutôt vertical. On sait que là, c'est OK pour venir transformer de l'énergie qui arrive en énergie qui ne sert pas. Mais si ton tibia, il arrive vraiment quasiment à l'horizontale, c'est-à-dire que ton pied est loin devant toi, là, on sait que tu vas déjà te manger plein de contraintes dans le tibia et perdre de la vitesse, perdre de l'énergie au moment où tu vas devoir repropulser. Donc, l'angle du tibia, l'angle du pied, je regarde la cadence de pas aussi. On sait que plus la cadence est faible, plus tu vas consommer d'énergie et augmenter le risque de blessure tibia, genou, hanche, dos. Toutes ces choses-là, elles sont primordiales. OK, et donc du coup, est-ce qu'il y a une foulée qui est, qu'on va considérer comme parfaite, ou c'est vraiment chaque coureur, a sa foulée parfaite? Alors, il y a énormément de mythologie autour de cette idée parfaite. Elle n'existe pas. C'est-à-dire que, tout comme on a tous une posture différente, on a tous une foulée différente. Ça va être hyper important. On ne doit pas Mmh. essayer de transformer sa foulée pour la faire ressembler à un autre coureur, ça marche pas. Par exemple, il y en a, ils vont être très pronateurs, très supinateurs. Il y en a, ils vont être légèrement penchés en avant ou certains, ils vont être très, très hauts, d'autres, ils vont être très, très bas. Voilà, il y a plein de profils différents et essayer de changer ça, c'est comme contraindre un gaucher, d'écrire de la main droite. Ça fait des trucs brouillons, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Voilà. Par contre, il y a des choses, oui, qui peuvent être modifiées, des paramètres plutôt mineurs et qui vont dépendre de plein de facteurs. Par exemple, on sait que la cadence de pas, elle va être, qui a un impact sur les blessures et sur la performance, elle va être liée à nos facteurs génétiques, mais aussi elle va être liée à notre choix de chaussures, elle va être liée à notre musculature, à notre force. Donc il y a plein de choses qui peuvent être modifiées, sans dénaturer une foulée. Pareil pour l'attaque talon ou avant-pied, il y en a, et ben, selon la chaussure qu'ils vont, ils vont être talons avec beaucoup d'amorti et médio-pied, caleçon pieds nus, par exemple. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer sans dénaturer OK. une foule et c'est là que moi je rentre en jeu. OK, et tu penses quoi des, tu sais, des modèles de foulée comme, pronatrice, supinatrice, et cetera? Tu en penses quoi de ces classifications-là, justement? Parce que Alors c'est quelque là, chose on en a beaucoup entendu parler, mais absolument. En fait, en général, quand tu vas te faire conseiller dans ton choix de chaussures, tu as de grandes chances que le conseiller en magasin ou autre, il regarde d'abord si tu es pronateur ou supinateur, parce qu'il y a des chaussures qui sont faites pour corriger la pronation, d'autres chaussures qui sont faites pour stabiliser un supinateur et tout. Et il y a pas de lien entre plus de blessures chez le supinateur ou chez le pronateur. Il y a pas de lien de avec les douleurs au genou, par exemple, entre un pronateur et un supinateur, et il y a pas de lien de performance entre pronateur et supinateur. Donc déjà, c'est quelque chose que on on sait depuis 10 ans qu'il faut surtout pas le corriger. Quelqu'un qui est pronateur, eh ben, c'est quelqu'un qui est gaucher, quoi, et donc il faut pas le corriger et au contraire, cette pronation, elle peut même lui apporter un bonus d'amorti. C'est-à-dire que ton pied, il aura fait encore un peu plus de travail d'amorti que ton tibia et ton genou n'auront pas à faire. Et donc moi, je le vois vraiment tous les jours, c'est des coureurs qui viennent me voir, qui ont une périostite ou douleur au genou et en fait, quand on creuse, et ben, il y a 3 mois, ils se sont fait conseiller, et on leur a corrigé la pronation, pour redonner de la stabilité au pied et en fait, bah, ils se sont mis à plus taper, à avoir un pied qui travaille moins, à avoir un mollet qui s'affaiblit vu qu'on s'en sert moins et donc, bah, on se met à augmenter les impacts et et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important que, tes pronateurs, tes supinateurs, on s'en fiche, faut pas le modifier. La seule modification à court terme qui va être, intéressante, c'est, si tu as mal
tout le pied et que tu es pronateur, là, pendant du court terme, ça peut être intéressant de venir supporter un petit peu le pied pour le mettre au repos pendant quelques jours ou quelques semaines. Ok, merci Alexis pour toutes ces explications. Et donc du coup, est-ce qu'un coureur qui a une foulée, on va dire, pas terrible, est-ce qu'il peut réussir à la modifier? Oui, la réponse est oui, mais avec des stratégies, bien définies. C'est-à-dire que, si par exemple on t'a dit que tu as une attaque talent et qu'on te dit, bah là il faut que tu attaques sur la pointe des pieds, là on sait que ça marchera pas. Ça va te demander, vraiment de te concentrer sur la façon dont tu cours. C'est des paramètres mineurs en plus, qui sont pas pris dans la globalité, donc essayer d'attaquer sur l'avant-pied volontairement, ça marche pas. Ça fait des foulées bizarres, qui vont entretenir Ouais, le pas profond et naturel. exactement, pas naturel et en plus, tu vas devoir te concentrer sur ta foulée. Et en course à pied, il faut jamais penser à sa foulée, ou alors vraiment 1 minute ou 2 pour faire un travail de qualité, mais c'est tout. La la 2e chose que j'entends beaucoup, hem, c'est essayer d'augmenter sa cadence volontairement et on y est tous passés, on l'a tous fait et moi, j'ai même conseillé à mes débuts, à mes patients d'augmenter, d'augmenter volontairement sa cadence de pas et ce que je vois, c'est que dans 10 des cas, peut-être, le coureur, il y arrive et après il a plus besoin d'y penser. Dans 90 des cas, soit il y arrive même pas, ça fait des trucs bizarres, ou soit il y arrive, mais il est condamné à penser à sa foulée Et moi, et le pire, moi, tu vois, j'avais voulu le faire et ça m'avait même amené des petites douleurs que je n'avais pas. Et j'avais vu partout qu'il fallait absolument augmenter sa cadence. Du coup, je l'avais augmenté et au final, c'était plus du tout naturel. Et tu vois, j'ai même commencé à avoir des douleurs. Donc, ouais. c'est bien que tu le dises, ouais. Ouais, absolument. Il peut y avoir deux choses. C'est qu'on va se mettre à avoir des douleurs, on va se mettre à avoir d'autres douleurs que celles qu'on avait auparavant et surtout, ben, on se retrouve à être obligé à penser à sa foulée. Moi, j'ai des coureurs qui viennent me voir et qui me Mm. disent, hem: «Analyse de foulée, OK, mais moi, en fait, ça fait 3 ans que je pense à ma foulée, si bien que j'ai perdu le plaisir de courir, en fait». Faut pas oublier que courir, c'est comme marcher ou comme respirer. C'est quelque chose où il faut le moins possible le conscientiser, et que quand on court, on est presque en méditation avec soi-même ou avec sa musique et donc c'est un moment où on doit juste, profiter du fait d'aller de un point A à un point B, à une certaine vitesse ou à un certain BPM ou une certaine sensation et c'est tout. Le reste, quand on court, on pose son Mm. cerveau. On est des coureurs, on n'est pas des intellectuels. Mais par Ouais. contre, il y a vraiment des façons de modifier sa foulée. Hem, on sait qu'une foulée, ça dépend de 3 critères. Ça dépend un peu de notre génétique, ça va dépendre de, notre force musculaire et de notre type de chaussure. Par exemple, quand on a un mollet qui est faible, comme la plupart des débutants qui se mettent à la course sont sédentaires à la base, tu vas ton corps, il va éviter de faire travailler ce mollet en faisant de l'attaque talon. C'est un réflexe de notre corps, c'est que quand on a un muscle qui est faible et ben, on va essayer de s'en servir le moins possible. Donc notre corps, il va plutôt aller vers l'attaque talon. Or, on sait que l'attaque talon, ça peut favoriser certaines blessures comme les périostite, comme les douleurs au genou et cetera. Donc, hem, peut-être qu'en renforçant simplement ton mollet tous les jours et ben, ça va petit à petit corriger cette attaque talon. Ensuite, la paire de chaussures, il y a eu plein d'études qui ont été faites. Une chaussure qui est maximaliste, donc les maximalistes, c'est 95 des chaussures sur le marché. C'est celles qui font au moins 220 grammes, qui ont au moins 6 de drop ou qui ont au moins 30 millimètres sous le talon. Donc c'est, la grande majorité des chaussures, celles qui ont beaucoup ou un peu d'amorti et ben, elles ont tendance à diminuer ta cadence de pas de 10 ppm et elles favorisent l'attaque talon. Ça, on le sait, c'est prouvé, et c'est surtout présent chez les coureurs débutants, intermédiaires ou lents, c'est-à-dire, 90 des coureurs. Un coureur élite ou encore qui va vite, lui, il sera pas du tout influencé par sa paire de chaussures. Il va, quelle que soit sa paire, il aura la même foulée. Mais tous les autres coureurs, quand ils sont en endurance fondamentale, je parle, quand ils sont en mode footing, oui, la chaussure influence leur foulée. Hem Moi, je le vois tous les jours, des coureurs qui vont avoir, une cadence de pas qui est plutôt faible, autour de 160 pas par minute, seront
tout essayer après avoir été conseillé, avoir été mal conseillé, par exemple, d'essayer de augmenter sa cadence de pas en y pensant ou augmenter avec un métronome, et ben, soit ils y arrivent pas ou soit ils sont condamnés à penser à leur foulée, pour essayer d'atteindre les 170 pas par minute. Et moi, je leur dis: «OK, enlève tes chaussures et cours, continue en chaussettes». Et là, magie, se met à courir sans même s'en Ouais, rendre compte, naturel, ouais. à 170 pas par minute. Donc en fait, ça fait 3 ans que tu essayes, d'augmenter de 10 points ta cadence de pas et tu y arrives pas vraiment. Et là, en fait, tu enlèves juste, tout ce qu'il y a sous ton pied et d'un coup, tu y arrives sans même y avoir pensé une seule seconde. Et donc là, on sait ce qu'il faut faire pour modifier cette foulée, ben, c'est, de le faire passer vers des chaussures plus minimalistes. Et à côté de ça, et ben, on renforce tous les jours le mollet du coureur pour qu'il arrive à faire cette transition, parce que tout est question de répartition, je le rappelle. Quand tu prends une chaussure un peu plus minimaliste, tu réduis donc les contraintes sur le tibia et sur le genou en allégeant ta foulée, mais tu augmentes les contraintes sur le mollet parce que ton pied va beaucoup plus utiliser le mollet. Mmh. Donc, quand tu vas, modifier cette foulée, OK, tu dois renforcer ton mollet pour pouvoir le faire, mais à très court terme, ça peut te soigner une blessure qui était là depuis plusieurs mois et du jour au lendemain, elle disparaît. OK, et Donc, dans quel cas tu recommandes, de commencer à modifier sa foulée? À partir de quel moment? hem déjà, avant de penser à modifier sa foulée, il faut faire diagnostiquer sa foulée. Et donc, si par exemple tu as des douleurs quelque part, et ben, il faut se dire: «Est-ce que ça vient de mon entraînement? Est-ce que ça vient de mon renforcement? Est-ce que ça vient de ma foulée?» Donc soit tu sais le faire tout seul en te disant: «Oui, effectivement, dans mon entraînement, c'est vrai que ces dernières semaines, j'y suis allé beaucoup trop fort sans respecter les principes Mmh. de progressivité. Heu, oui, effectivement, je fais jamais de renforcement, du genou, j'ai mal au genou, donc il faut peut-être que je renforce mon quadriceps». Et pour la foulée, et ben, soit tu sais faire tout seul, c'est-à-dire, je vais compter les BPM que j'ai, est-ce que j'ai une attaque talon? Ça, par exemple, là, ça peut être intéressant. Sinon tu te fais aider par, quelqu'un qui analyse des foulées, comme moi qui le fait en visio. Hem et donc, si tu as une douleur, dis-toi: «Ça vient peut-être de ma foulée», donc douleur égale Mmh. analyse de foulée. Il faut que ce soit, un réflexe. Ensuite, si tu stagnes, si en ce moment tu arrives plus à progresser, là, est-ce que ça peut venir de ma foulée ou pas? Parce que c'est quand même un sacré enjeu de se dire: «Est-ce que je modifie ma foulée alors que j'ai pas mal?» Donc, si par exemple, tu stagnes, tu progresses plus et que effectivement ta foulée, c'est un c'est un bordel quand tu cours, tu fais beaucoup de bruit, là, oui, ça peut être hyper intéressant de voir ce que tu peux faire pour améliorer cette foulée. Donc améliorer la foulée, comme je t'ai dit, hein, c'est pas y penser, c'est éventuellement changer de chaussures, éventuellement faire du renforcement. Mmh. Par contre, si tu es en train de progresser, si tu as mal nulle part, heu, on change pas une équipe qui gagne, tout simplement. C'est ça. OK, Et et ça serait quoi les différentes étapes, si tu devais faire un petit peu un plan pour commencer à modifier sa foulée? On passerait par quoi en premier et ensuite on irait vers quoi? donc 1re étape, si, tu veux mo si tu veux modifier ta foulée, je le répète, mais que tu as ni douleur ni progression, et ben, le risque est trop gros. Parce que qui dit changement dit, risque pendant la phase de transition, de se faire des blessures. Donc, si tu vas bien et que tu progresses, tu n'y penses même pas. Ensuite, si tu veux savoir si ta foulée est un frein à ta progression ou est un frein à à ta guérison, heu, fais-toi quelques foulées pieds nus, tout simplement. Tu te mets dans ton terrain naturel, soit, sur un trottoir, soit, sur un tapis de course, et cetera, ou soit sur un sentier, pas trop de caillasse, mais partie mal, et tu regardes, tu observes. Est-ce que quand tu est-ce que ça va modifier quelque chose? Souvent les coureurs quand ils se mettent à courir pieds nus, les 2-3 premiers coups, ils font un bordel avec leurs talons. Ils peuvent pas entendre habituellement parce que ils ont un max d'amorti, et donc ils vont ressentir, ils vont faire: «Waouh!» Et au bout de 2 foulées, ils vont déjà modifier quelque chose sans s'en rendre compte. Et ça déjà, ça veut dire que, oui, il faut modifier ta foulée. Hem,
Et donc, si tu sens qu'il y a une différence de foulée entre ta chaussure, entre quand tu cours chaussure et quand tu cours pieds nus, ah, c'est que ta chaussure, elle a trop d'amorti. Et en fait, Mmh. c'est normal, parce que quand tu vas apprendre à marcher, heu, je sais pas si ceux qui m'écoutent ont des enfants là, mais on va les mettre d'abord pieds nus pour qu'ils ressentent le sol, pour qu'ils développent, la Ouais. musculature de leurs pieds, pour qu'on utilise tous les capteurs qu'on a sous le pied pour venir développer en fonction de ce qu'on ressent, notre façon de marcher. Pour courir, c'est exactement pareil. Il vaut mieux courir d'abord en faisant course-marche, tranquillement, mais ressentir les choses avec le moins de correction sous le pied. Et là, ça va te permettre de ressentir le sol, de développer naturellement, une foulée qui est légère, parce que si tu sens le sol, et ben, t'as pas envie d'arriver comme un gros bœuf dessus. Heu et et naturellement, tu vas renforcer ton pied, renforcer ton mollet et ça, on sait que c'est des critères qui vont te permettre à moyen terme d'avoir une foulée efficace avec moins d'impact. Donc, voilà, si tu as envie de modifier ta foulée, c'est vraiment, commencer par, voir comment tu cours en ton gros amorti et si tu démarres, ben, c'est de ne pas prendre de gros amortis. OK. Écoute, merci beaucoup pour, toutes ces explications. Je pense que ça va permettre, de pas mal aider nos éditeurs, notamment ceux qui peuvent avoir des problèmes avec, leur foulée. Donc du coup, pour tous ceux qui veulent faire une analyse de course, donc déjà pour commencer, vous quand à l'intérieur du protocole endurance avec nos différents coachs et avec Alexis, vous avez accès à l'analyse de course. Mais pour ceux qui cherchent pas forcément de coaching à côté, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Oui, alors en fait, justement, tous ceux qui rentrent dans notre protocole, qui seront coachés, par toi, par moi ou par nos collègues coachs, ils auront dès le départ une consultation avec moi pour faire un point foulée et force musculaire, pour voir tous les petits défauts qui pourraient venir nuire à ta progression ou favoriser les blessures ou entretenir une blessure que tu as actuellement. Moi après, si tu fais partie des quelques coureurs encore qui existent et qu'on ne coache pas, et ben, tu peux me retrouver sur Instagram, Courir sans douleur et là, tu peux prendre sur la page directement rendez-vous avec moi, sur Doctolib. Moi, je travaille en vidéo principalement et pour les Bordelais, ils peuvent venir à mon cabinet et comment ça se passe? En visio, tu prends rendez-vous et après tu reçois un mail et dans ce mail, je t'explique tout pour préparer, la consultation. Donc il faudra que tu te filmes en train de courir en chaussures et pieds nus. Par exemple, tu as l'habitude de courir sur le bitume comme la plupart des coureurs, bah, tu fais ça sur le bitume. Si tu cours en forêt, tu fais ça en forêt. Si tu cours sur le tapis de course, tu fais ça sur un tapis de course. Et moi, j'aurais préanalysé, pré-travaillé ces vidéos. Et le jour de notre rendez-vous en visio, heu, tu me parleras de ta problématique. On sera en consultation, comme si tu allais voir, un kiné, pour soigner une blessure, lambda. Et moi, je te ferai le lien avec ensemble, on analysera la foulée que tu as, chaussures pieds nus. Avec ça, je te conseillerai exactement quelles chaussures acheter. Ensuite, je ferai des tests de force. Par exemple, si tu as mal au genou, on fera plein de tests autour du genou, mais surtout on fera des tests de force du mollet. Ça, c'est hyper important parce que le mollet influence directement ta foulée. Donc des fois, bah, oui, je vais te dire: «Il faut changer de chaussures». Souvent, je vais dire: «Oui, il faut renforcer les mollets». Et à la fin, tu repartiras avec des conseils précis, un beau compte rendu, où tu auras un programme de renforcement personnalisé, tu auras, heu, qué un panel de deux trois chaussures que tu peux acheter pour améliorer ta foulée et des également des conseils d'entraînement pour, réduire ta blessure. Parce que oui, on fait aussi, une analyse de ton plan d'entraînement dans cette consultation. Si par exemple tu es blessé, que ta foulée est pas trop mal, mais que je vois que ton entraînement tu fais n'importe quoi et ben, là bien sûr je te conseillerais sur ton entraînement et tu auras 2-3 conseils concrets à appliquer dès le lendemain pour améliorer ta façon de t'entraîner et donc encore plus progresser et dire adieu à des blessures en quelques jours, voire quelques semaines, alors qu'elles sont là depuis 3 mois, 6 mois. Merci beaucoup Alexis pour, toutes ces explications. De toute façon, on vous mettra tous les liens dans dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite à aller checker le compte Instagram d'Alexis
si vous souhaitez prendre une analyse de course. Et je vous mettrai aussi nos liens, nos liens de calendrier, tout simplement, si vous souhaitez faire un petit appel avec nous pour en savoir plus sur le coaching qu'on propose. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode, où on parlera de, je ne sais pas quoi encore, peut-être des hanches, on s'était dit. Ouais, on va parler On verra. des blessures de hanche, je pense. Il y en a beaucoup. Pas- Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Merci en tout cas, Alexis, et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde. Merci Jean, ciao tout le monde, salut.